Je suis entré dans le bureau de ma femme pour lui faire la surprise d'un déjeuner et j'ai trouvé mon frère à califourchon sur sa chaise, leur langue dans la gorge. Je suis resté figé, je lui ai dit 5 mots et je suis parti. Que s'est-il passé ensuite? Ça a fait les gros titres dans toute la ville. Vous savez, on dit que l'amour fait faire des bêtises. Eh bien, apparemment, il vous fait aussi emballer des sushis à 11 h du matin et vous prend pour un génie romantique. Je fais la queue chez Yamado, ce petit resto de la 8e rue qui peut à peine accueillir 6 personnes, et je regarde le vieux derrière le comptoir découper du poisson comme s'il pratiquait la chirurgie. Mira adore le rouleau de dragon. Elle n'arrête pas de dire que la sauce à l'anguille est parfaitement équilibrée, ou je ne sais quoi. Moi, je sais juste que ça la fait sourire, et ces derniers temps, ces sourires sont plus rares qu'une place de parking décente à Manhattan. Le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup vu ma femme ces derniers temps. Il y a 3 semaines, elle a été promue associée principale chez Harper & Lane. Et soudain, nos conversations au dîner se sont transformées en une lecture de mails qu'elle consultait en piochant dans des plats à emporter. Comprenez-moi bien, je suis fier d'elle. Mira est brillante, dure comme un clou, et elle a bossé comme une folle pour en arriver là. Mais bon sang, elle me manque. On me manque. Alors oui, peut-être que la surprendre avec un déjeuner, c'est ringard. Peut-être qu'écrire « Tu es mon calme dans le chaos » sur un post-it et le coller sur la boîte me fait passer pour une adolescente en mal d'amour. Mais après 8 ans de mariage, il faut parfois se rappeler pourquoi on est tombés amoureux, non? Le trajet en taxi pour le centre-ville me donne le temps de me remettre en question une douzaine de fois. Et si elle était en réunion? Et si ses nouveaux collègues me prenaient pour un mari collant qui ne pouvait pas laisser sa femme travailler? Et si elle était trop occupée et que je finissais par passer pour un idiot dans son bureau chic avec un sac de sushis? Mais je repense au week-end dernier, à la fois où elle s'est endormie sur mon épaule pendant une série Netflix et à son air paisible. À la fois où elle a marmonné quelque chose à propos de son manque de la télévision américaine dans son sommeil. Ça doit compter. L'immeuble de Harper & Lane est une de ces tours de verre qui vous font vous sentir petit rien qu'en levant les yeux. Le hall sent le café cher et l'ambition. J'y suis déjà allé, les fêtes d'entreprise, les déjeuners occasionnels. Mais aujourd'hui, c'est différent. Peut-être parce que je suis nerveuse, ou peut-être parce que je commence à réaliser à quel point l'univers de Mira s'est élargi, tandis que le mien est resté quasiment le même. Le trajet en ascenseur jusqu'au 14e étage me paraît interminable. Je répète ce que je vais dire quand je la verrai. Quelque chose de décontracté, quelque chose qui ne crie pas au mari désespéré en quête d'attention. Peut-être juste « Salut, ma belle. Je pensais que tu avais faim », avec ce sourire qui la faisait rire avant. Sa secrétaire n'est pas à son bureau quand j'arrive dans la partie de l'étage réservée à Mira, probablement en train de déjeuner elle-même. L'endroit est plus silencieux que d'habitude, juste le bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain d'une personne qui tape sur son clavier. Le bureau de Mira est au bout du couloir, celui d'angle avec la vue qu'elle attendait avec tant d'enthousiasme après sa promotion. Les portes se sont entr'ouvertes juste assez pour que je puisse apercevoir un fragment de son bureau, sa chaise. Je m'apprête à frapper quand je l'entends rire. Pas son rire poli du travail, mais le vrai. Celui, rauque et sans retenue, qui m'est habituellement réservé. Ma main se fige à mi-chemin de la porte. Je ne devrais pas regarder. Je sais que je ne devrais pas. Mais quelque chose dans ce rire, quelque chose d'inconnu et d'intime, me fait me pencher en avant juste assez pour regarder à travers l'espace. Et c'est là que tout mon monde bascule. Ma femme, Mira Harper, la femme que j'aime depuis la fac, est assise dans ce fauteuil en cuir coûteux. Elle en était si fière. Son chemisier blanc, celui que j'ai lavé ses boutons ce matin pendant qu'elle se plaignait de son emploi du temps, est retroussé autour de sa taille. Sa tête est renversée en arrière, les yeux clos, les lèvres entr'ouvertes comme autrefois, rien que pour moi. Et à califourchon sur elle, les mains emmêlées dans ses cheveux noirs, sa chemise ouverte comme s'il n'avait pas pris la peine de l'enlever correctement, se trouve mon frère Brady, mon petit frère, le fils prodige, celui qui n'a jamais rencontré de défi qu'il n'ait pu relever avec charme, ni de pièce qu'il n'ait pu conquérir simplement en y entrant. Ils bougent ensemble comme s'ils l'avaient déjà fait, comme s'ils connaissaient le rythme de l'autre. Ses jambes sont enroulées autour de sa taille, ses doigts agrippent ses épaules, et ils s'embrassent comme si le monde allait s'écrouler s'ils s'arrêtaient. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas bouger. Je suis juste là, planté là, comme un voyeur, serrant un sac de sushis qui semble soudain peser 450 kg. Mon cerveau essaie sans cesse de traiter ce que je vois.
Il essaie sans cesse de trouver une explication innocente, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est délibéré. C'est un exercice. Voici ma femme et mon frère. Et là, Mera ouvre les yeux. Pendant une fraction de seconde, nous nous fixons à travers l'entrebâillement de la porte. J'attends le choc, la culpabilité, un signe qu'elle est horrifiée que je les ai surpris. Au lieu de cela, elle sourit. Un sourire sincère, comme si elle était vraiment heureuse de me voir. Brady suit son regard, se tournant pour regarder par-dessus son épaule. Quand il me voit, il ne se lève pas brusquement ni n'a l'air gêné. Il me lance juste ce petit sourire narquois, le même qu'il me fait depuis qu'on est enfant. Chaque fois qu'il me prend quelque chose qui m'appartient, je devrais dire quelque chose. Je devrais crier, lui balancer des sushis ou exiger une explication. Au lieu de cela, je m'entends dire 5 mots, calme comme tout. Ne te lève pas. J'ai fini. Puis je me retourne et m'éloigne, les laissant exactement comme je les ai trouvés. On pourrait croire qu'après avoir surpris sa femme en train de baiser son frère dans son bureau, on perd la boule. Crier, frapper les murs, balancer des objets, quelque chose de dramatique à la mesure de ce qui venait de se passer. Mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste marché 5 kilomètres depuis le centre-ville jusqu'à notre appartement de Brooklyn Heights, toujours avec ses foutus sushis dans les bras comme un idiot. La chaleur estivale était accablante. Un de ces jours moites de juillet où l'asphalte scintillait au long. Sans presque le goût des gaz d'échappement. Mon t-shirt était trempé quand j'ai atteint le pont de Brooklyn. La sueur se mêlait à tout ce qui me coulait. Ça aurait pu être des larmes. Probablement. Mais j'ai continué à marcher. Les gens me fixaient quand j'ai atteint notre quartier. Un type en costume, trempé de sueur, portant un sac de plats à emporter comme si sa vie en dépendait. Je devais avoir l'air complètement dérangé. Heureusement que je l'ai senti. L'appartement m'a frappé comme une claque quand j'ai ouvert la porte. Tout était exactement comme à mon départ ce matin-là, mais d'une certaine manière, tout semblait différent, contaminé. Sa tasse de café était encore dans l'évier du petit déjeuner. Son tapis de yoga était roulé dans le coin, là où elle l'avait laissé après sa routine matinale. Ce stupide coussin qu'elle avait insisté pour acheter. Celui avec le cœur brodé, Home, était là, à se moquer de moi depuis le canapé. Tout l'appartement sentait son parfum. Ces trucs hors de prix qu'elle porte. Du Chanel, je ne sais quoi, qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en courses en un mois. Avant, ça me donnait l'impression d'avoir de la chance, comme si je rentrais à la maison avec quelque chose de précieux. Maintenant, ça me donnait la nausée. Je me suis assis sur notre lit. Mon lit, je suppose. Les sushis à la main, essayant de comprendre ce que j'étais censé faire ensuite. On appelle quelqu'un quand ça arrive. Qui? Son meilleur ami, ses parents, la police? Il n'y a pas de mode d'emploi, ma femme et mon frère ont une liaison, et je suis presque sûr que j'ai juste fait une dépression nerveuse. C'est là que ces affaires ont vraiment commencé à me peser. Sa boîte à bijoux sur la commode, débordante de boucles d'oreilles et de colliers que je lui avais offerts au fil des ans. Les photos de mariage sur la table de nuit. On riait à la réception d'un ami, comme si on avait tout compris. Son côté du placard était rempli de ces tailleurs impeccables qui la donnaient un air puissant et intouchable. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? J'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs récents à la recherche d'indices que j'avais manqués. Toutes ces nuits tardives au bureau, ces week-ends de travail qui semblaient se multiplier après sa promotion. La façon dont elle avait commencé à consulter son téléphone sans arrêt, toujours avec ce petit sourire, je n'arrivais pas à déchiffrer. Et Brady, Jésus, Brady, mon petit frère, que j'avais pratiquement élevé après le départ de papa. Le gamin à qui j'avais appris à faire du vélo, à qui j'avais aidé pour les devoirs, à se tirer d'affaire plus de fois que je ne pouvais compter. Il venait plus souvent ces derniers temps, il passait dîner, traînait avec moi pendant que Mera et moi regardions des films. Je pensais qu'il grandissait enfin, qu'il voulait passer du temps en famille. En fait, il observait simplement ma femme. Vers 18 h, mon téléphone a vibré. Un SMS de Mera. On peut se parler? Ça ne change rien. J'ai regardé ce message pendant environ 10 minutes. Ça ne change rien. Quel genre de délirant était-ce? Je l'ai juste regardé se frotter à mon frère sur sa chaise de bureau et elle pensait qu'on pouvait juste en parler comme d'un petit désaccord sur un dîner. Je n'ai pas répondu.
Que étais-je censé dire? Bien sûr, chérie. Prenons un café et parlons de comment tu as couché avec mon frère dans mon dos. Brady n'a jamais envoyé de SMS. Ni ce soir-là. Ni le lendemain, jamais. Mais c'était le style de Brady. Il ne s'expliquait à personne. Il prenait juste ce qu'il voulait et s'attendait à ce que les autres s'en occupent. Son silence en disait long. Il n'était pas désolé. Il ne se sentait pas coupable. C'était juste Brady qui était Brady. Et si ça me posait problème, c'était à moi de le régler. Le plus pathétique, c'est que je n'arrêtais pas de consulter mon téléphone, attendant un message de sa part. Peut-être pas des excuses, mais au moins une reconnaissance du fait qu'il avait fait exploser notre famille. Rien. 2 jours plus tard, j'ai enfin appelé maman. Grosse erreur. Oh, ma puce, a-t-elle dit après que je lui ai raconté ce qui s'était passé, et j'entendais déjà la déception dans sa voix. Pas une déception envers eux, envers moi. Peut-être que Mera et toi n'étiez pas aussi heureuses que vous le pensiez. Brady a toujours été le plus sûr de lui. Tu sais, sûr de lui. C'est comme ça qu'elle disait ça quand Brady m'a piqué ma copine au lycée, aussi. Quand il s'est attribué le mérite de l'idée d'entreprise que je lui avais partagée à la fac, quand il a emprunté ma voiture et l'a détruite, puis a réussi à convaincre nos parents que c'était en partie ma faute si je la lui avais prêtée. Brady n'était ni un tricheur, ni un menteur, ni un traître. Il était juste sûr de lui. Maman, il couche avec ma femme. Je sais, ma puce, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est peut-être pour le mieux. Tu as toujours été si à l'aise. C'est peut-être l'occasion pour chacun de trouver ce qui le rend vraiment heureux. Même elles prenaient leur parti. Ma propre mère leur trouvait des excuses avant même que j'aie fini de leur expliquer ce qui s'était passé. C'est là que j'ai vraiment compris. Il ne s'agissait pas seulement de les surprendre ensemble. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité, de trahison ou de ces désastres relationnels normaux qui arrivent aux gens normaux. Il s'agissait d'être systématiquement remplacé. Mera ne voulait pas juste sortir de notre mariage. Elle voulait que Brady en fasse partie. Et tout le monde, y compris ma propre famille, semblait trouver cela parfaitement raisonnable. Genre, j'étais juste une remplaçante en attendant qu'un meilleur modèle arrive. Je n'étais pas trompé. J'étais rejeté. Et apparemment, j'étais la dernière à m'en rendre compte. 3 jours de silence radio de leur part. Et puis Mera débarque chez moi comme si elle apportait un cadeau d'anniversaire. Elle porte cette robe bleu marine. Elle sait que j'adore celle qui épouse parfaitement ses formes et la fait paraître sortie d'un magazine. Ses cheveux sont parfaits, son maquillage impeccable, et elle porte cette enveloppe blanche immaculée au coin doré, comme une sorte de diplomate remettant un traité de paix. Salut, dit-elle, comme si nous étions des voisines qui n'avons pas discuté depuis un moment. Comme si elle n'avait pas détruit notre mariage il y a 3 jours. Je ne l'invite pas à entrer, mais elle passe quand même devant moi, posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine comme si elle vivait encore ici. Son audace est époustouflante. Je sais que tu es contrarié, commence-t-elle, et j'ai presque ri. Contrarié comme si je boudais parce qu'elle a oublié d'acheter du lait, mais je pense qu'on peut gérer ça comme des adultes. On n'a pas besoin de tout gâcher. Elle fait glisser l'enveloppe vers moi sur le comptoir. Ses ongles sont parfaitement manucurés, d'un rose tendre qui a probablement coûté plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une journée. Je me demande si Brady les a payés. Qu'est-ce que c'est? Ma demande en divorce. Elle dit que c'est si naturel, comme si elle discutait de projets de déjeuner. J'ai demandé à mon avocat de rédiger un contrat équitable, qui nous convienne à tous les deux. J'ouvre l'enveloppe et la première chose qui me frappe, c'est l'aspect officiel de tout cela. Du papier épais et cher, un papier à en-tête légal, le genre de présentation qui a pour but de vous faire sentir petit et dépassé. Mais je la lis quand même. Et à chaque ligne, je sens ma tension monter. 20 000 $. C'est ce que valent 8 ans de mariage pour elle. 20 000 $ et une petite tape sur la tête. Aucune prétention sur l'appartement où nous vivons depuis 5 ans. Celui que je l'ai aidé à choisir. Celui où j'ai peint tous les murs et réparé chaque objet cassé. Apparemment, il est à son nom pour les impôts. Quelque chose dont je me souviens vaguement avoir accepté parce que je lui faisais confiance et que je pensais que les couples mariés étaient censés former une équipe. Aucune responsabilité dans l'entreprise de design que nous avons créée ensemble. Celle que je dirige depuis la chambre d'amis,
tandis qu'elle en devenait le visage lors d'événements de réseautage et de dîners clients. Celle où je fais tout le travail, tandis qu'elle en prend tout le crédit et, apparemment, toute la propriété légale. Aussi, pour des raisons fiscales, pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, pas de reconnaissance du fait que j'ai passé les 3 dernières années à financer sa carrière pendant que la mienne passait au second plan. Juste $20 000 et une suggestion polie de disparaître discrètement. Tu es émotif, dit-elle quand je lève les yeux des papiers. Je sais que c'est dur, mais si on peut avancer comme des adultes, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. J'essaie de garder un ton neutre, mais j'entends la tension monter. Comment puis-je gagner dans ce scénario, Mera? Elle soupira comme si je faisais le difficile. Tu prends un nouveau départ. Sans engagement. Tu peux reconstruire comme tu veux. Avec $20 000, c'est plus que juste pour une rupture nette. Et honnêtement, David, nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un moment. Ça ne fait qu'accélérer les choses. La façon dont elle prononce mon nom, comme si elle parlait à un enfant qui refuse d'entendre raison, me donne envie de lui renvoyer les papiers. Mais je ne le fais pas, parce que soudain, je vois toute la situation clairement pour la première fois depuis que je suis entré dans son bureau. Ce n'est pas une offre à l'amiable. C'est un rachat. Elle essaie d'acheter mon silence, ma coopération, ma disparition totale de sa vie pour pouvoir passer à autre chose avec Brady sans complication. Les $20 000 ne sont pas de la générosité. C'est le prix à payer pour me faire partir. Je dois y réfléchir, je lui dis. Il n'y a rien à penser. C'est simple. J'ai dit, je dois y réfléchir. Quelque chose se lit sur son visage. De l'irritation peut-être, ou de l'impatience. L'espace d'une seconde, le masque tombe et je vois la femme qui s'en prenait à mon frère il y a 3 jours. Froide, calculatrice, en a fini avec moi. Très bien, dit-elle en attrapant son sac à main. Mais David, ne fais pas durer les choses. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Après son départ, je reste assise dans ma cuisine à regarder ses papiers pendant environ 1 heure. Puis j'appelle Karima Doyle. Karima est mon avocate depuis que j'ai démarré mon entreprise, à l'époque où je travaillais seul en freelance et essayais de comprendre les codes fiscaux. Elle est très perspicace, ne supporte pas les critiques de qui que ce soit et a cette façon de déchiffrer que j'ai toujours appréciée. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse décrypter la présentation impeccable de Mira et me dire ce qui se passe vraiment. 20 minutes plus tard, je suis assise dans le bureau de Karima et la regarde feuilleter la proposition de Mira. Elle émet de petits fredonnements en lisant, et ses sourcils se haussent sans cesse. Puis, elle se met à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire rauque comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle de sa vie. Oh, c'est incroyable, dit-elle en s'essuyant les yeux. C'est vraiment incroyable. Laissez-moi deviner. Tout est à son nom pour les impôts. J'acquiesce. Et l'entreprise que vous dirigez ensemble est aussi la sienne, apparemment. Karima se penche en arrière sur sa chaise, toujours souriante. Ta femme ne te quitte pas comme ça, David. Elle se prépare à te quitter depuis des mois, peut-être plus. Tout ce coup monté, l'appartement, l'entreprise, et probablement tes comptes en banque aussi. Elle t'a systématiquement écarté de ta vie. On dirait que la pièce tourne un peu. Que veux-tu dire? Elle ne te propose pas d'arrangement. Elle te propose de l'argent pour te faire taire. Elle veut que tu partes discrètement et définitivement pour pouvoir s'adapter à sa nouvelle vie sans complications. Comme un mari qui pourrait avoir des droits légitimes sur ses biens et ses revenus. Karima pose les papiers et me regarde sérieusement. La question est, vas-tu la laisser te racheter ou vas-tu lui faire payer le prix fort pour ce qu'elle a fait? Le problème, quand on est marié à quelqu'un depuis 8 ans, c'est qu'on apprend ses habitudes, ses schémas, sa façon d'organiser ses dossiers, de nommer ses documents, où il cache les choses qu'il ne veut pas que tu vois. Mera a toujours pensé qu'elle était la plus intelligente de notre couple, la plus stratégique, celle qui tout était planifié. Mais elle avait oublié que c'était moi qui avais mis en place tous nos systèmes numériques. Chaque compte cloud, chaque disque de sauvegarde, chaque dossier partagé. J'avais tout créé et conservé des copies de tout. Pendant que Mera et Brady affichaient leur nouvelle vie sur les réseaux sociaux comme une sorte de tour de piste, j'étais dans ma chambre d'amis en train d'éplucher 5 ans de documents financiers. Relevés bancaires, contrats clients, documents fiscaux, notes de frais, toute cette paperasse fastidieuse que Mera était heureuse de me laisser gérer pendant qu'elle se concentrait sur les aspects généraux. Les publications Instagram, en revanche,
était tout autre chose. Brady torse nu au bord d'un lac dans le nord de l'État, se montrant athlétique devant l'objectif avec la légende « Je vis ma meilleure vie ». Mera à une cérémonie de remise de prix, sublime dans une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, recevant une reconnaissance professionnelle, le bras de Brady autour de sa taille. Il n'essayait même plus de subtilité. Les commentaires étaient remplis de gens les félicitant pour leur nouvelle relation, comme s'ils formaient un couple de célébrités plutôt que deux personnes qui détruisaient un mariage. Mais les réseaux sociaux pouvaient attendre. J'avais plus de poissons. Le premier signal d'alarme est apparu sur notre compte professionnel, il y a 18 mois. Un virement de 15 000 $ vers une entreprise appelée Harper Communication LLC. Je n'avais jamais entendu parler de Harper Communication, mais une recherche rapide a révélé qu'elle était enregistrée au nom de jeune fille de Mira, Brady étant copropriétaire. Intéressant. J'ai creusé plus profondément. D'autres virements. Toujours des montants juste assez faibles pour éviter de déclencher des alertes automatiques. 3 000 $ par-ci, 5 000 $ par-là, 8 000 $ pour couvrir des dépenses marketing que je n'avais jamais approuvées. Les dates étaient également fascinantes. Beaucoup d'activités autour de notre anniversaire l'année dernière, autour du mien, autour de Noël, comme si elles célébraient en me volant. Les contrats clients étaient encore meilleurs. Vous vous souvenez du compte Morrison? Le grand changement de marque qui était censé être notre projet révolutionnaire. D'après mes archives, nous leur avons facturé 75 000 $ de dépôt. Seulement 45 000 $ ont été versés sur notre compte joint. Les 30 000 $ restants ont été directement versés à Harper Communication pour des services de conseil supplémentaires. L'implication de Brady remontait à loin. Plus loin que je ne le pensais. Bien plus loin. Cette société fictive était en activité depuis 2 ans, détournant discrètement l'argent des projets sur lesquels j'avais travaillé, des clients que j'avais gérés, des designs que j'avais créés. Tout cela pendant que je travaillais. Et Mera jouait le rôle d'une chef d'entreprise prospère lors d'événements de réseautage prestigieux. Mon téléphone a sonné vers minuit. Karema, dis-moi que tu ne restes pas assise dans le noir à te concentrer sur des feuilles de calcul, a-t-elle dit. C'est pire que prévu. J'ai ouvert un autre document sur mon ordinateur portable. Il dirige une activité parallèle depuis 2 ans. Mira facture nos clients pour des services fictifs et fait passer l'argent par une société qu'elle possède avec Brady. Silence à l'autre bout du fil. Alors ce n'est pas seulement de l'adultère, David. C'est de la fraude. Fraude électronique, fraude fiscale, probablement d'autres types de fraudes auxquelles je n'ai pas encore pensé. Il y a plus. Tu te souviens comme elle insistait toujours pour gérer les communications avec les clients? J'ai trouvé des emails où elle faisait des présentations. Des services de stratégie de marque supplémentaires pour nos plus gros clients, des services que je n'ai jamais fournis, que notre entreprise n'a jamais proposés, mais que Harper Communication proposait. Karema est restée silencieuse un long moment. De combien parlons-nous? J'ai parcouru mes calculs. Au moins 150 000 $ ces 2 dernières années. Peut-être plus si je continue à creuser. Bon sang. Le projet Morrison à lui seul était censé nous préparer pour les 5 prochaines années. Au lieu de cela, un tiers a fini par financer ce qu'ils ont fait dans mon dos. Il faut agir vite. Karema a dit, s'ils se rendent compte que vous avez trouvé ça, ils commenceront à brouiller les pistes. Je dépose les papiers du divorce demain. Adultère, fraude et manquement à une obligation fiduciaire. Et nous les poursuivons tous les deux. Tous les deux. Brady n'est pas seulement l'homme de main de votre femme, David. C'est son associé. Il participe activement à vos escroqueries depuis des années. Il est donc responsable de tout. Après avoir raccroché, j'ai continué à creuser. Plus j'approfondissais les choses, plus le tableau devenait clair. Il ne s'agissait pas d'une liaison passionnée qui aurait dégénéré. C'était un plan calculé à long terme. Ils élaboraient leur stratégie de sortie depuis des années, transférant systématiquement des actifs, établissant leurs propres relations d'affaires et se préparant au jour où ils me vireraient définitivement. L'offre de règlement de 20 000 $ n'était pas insultante parce qu'elle était basse. Elle l'était parce qu'ils me trouvaient trop stupide pour réaliser qu'ils m'avaient déjà volé cette fois cette somme. J'ai trouvé d'autres preuves de leur machination. Des cartes de crédit communes dont j'ignorais l'existence. Un bail pour un appartement à Manhattan signé par eux 6 mois plus tôt. Des licences commerciales et des déclarations fiscales qui dressaient le portrait d'un couple qui vivait comme s'il était marié,
alors que je continuais à acheter des cadeaux d'anniversaire et à préparer des surprises romantiques. Le plus effrayant, cependant, n'était pas l'argent. C'était leur méthode. Chaque transfert était soigneusement documenté comme une dépense professionnelle légitime. Chaque dollar volé était dissimulé derrière une terminologie d'entreprise et une facturation professionnelle. Si je n'avais pas été celle qui gérait nos comptes, je ne l'aurais jamais remarqué. Ils prévoyaient de me virer depuis des années, et ils s'en étaient presque tirés. Mais le problème avec le fait d'être sous-estimé toute sa vie, c'est que les gens oublient qu'on les écoute. Ils oublient que calme ne veut pas dire stupide, et gentil ne veut pas dire faible. Mera voulait gérer ça en adulte. Bon, voyons voir si elle se sentirait adulte quand le FBI a commencé à l'interroger sur ses pratiques commerciales. Au lever du soleil, j'avais un dossier de 7,5 cm d'épaisseur et une stratégie qui rendrait Karema fière. S'il voulait jouer dur, j'étais prête à frapper fort. Les papiers du divorce leur sont tombés dessus comme un train de marchandises un mardi matin. Je le sais parce que l'assistante juridique de Karim les a livrés au bureau de Mira à 9h47 précise, en plein milieu de sa réunion hebdomadaire. Professionnel, public et complètement humiliant, exactement comme elle m'avait humilié. À midi, Mira frappait à la porte de mon appartement comme si elle essayait de la défoncer. « Ouvre, David. » Sa voix était aiguë, paniquée, rien à voir avec la femme calme et posée qui m'avait offert 20 000 $ et une tape sur la tête. « Il faut qu'on parle tout de suite. » J'ai pris mon temps pour répondre, je me suis d'abord fait un café, j'ai vérifié mes emails, j'ai peut-être parcouru quelques titres de presse, je l'ai laissé mijoter dans le couloir où les voisins pouvaient l'entendre perdre son. Quand j'ai enfin ouvert la porte, elle m'a bousculé comme si elle était chez elle. Elle avait une mine d'enfer. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en bataille, son maquillage coulait sous ses yeux. Le tailleur bleu marine qu'elle portait, probablement le même qu'elle avait porté pour charmer ses clients tout en me volant, était froissé comme si elle l'avait tiré. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-elle sifflé en agitant les papiers sous mon nez. « Tu vas tout gâcher. » « J'ai déjà fait quoi ? » « Ne fais pas l'idiote. » « Les accusations de fraude, les affaires. »« Tu sais, c'est du vrai travail de conseil. »« Tu donnes l'impression que je t'ai volé. » Son audace était époustouflante. Même prise en flagrant délit. Elle essayait encore de me manipuler. Elle essayait encore de me faire passer pour quelqu'un de déraisonnable. 150 000 $, Mera. C'est la somme que toi et Brady avez volée à nos clients grâce à votre petite activité secondaire. Tu veux m'expliquer en quoi c'est légitime ? Son visage est devenu blanc. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires. Parfois, il faut faire, parfois, il faut faire quoi ? Fraude, voler ton mari, coucher avec ton beau-frère dans ton bureau pendant qu'il t'aide à détourner de l'argent. Elle s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas de vraies larmes. C'était celles qu'elle versait quand elle voulait quelque chose, pour éviter une contravention de stationnement ou convaincre un client d'augmenter son budget. Des larmes de crocodile destinées à me faire culpabiliser de la tenir responsable. Tu détruis ma carrière pour un problème personnel. Elle a sangloté. Mes associés posent des questions. Mes clients se retirent. Tu me gâches la vie parce que tu es blessé. Tu l'as déjà fait. Ça a mis fin à mes faux pleurs. L'espace d'une seconde, j'ai vu le vrai miroir. La femme froide et calculatrice qui préparait ma chute depuis des années. Le masque a glissé juste assez pour que je voie ce qu'il y avait en dessous, et ce n'était pas joli à voir. D'accord, a-t-elle dit, sa voix retombant sur ce ton mortellement calme. Je me souvenais de nos pires disputes. Mais tu vas couler avec moi. Tu crois que quelqu'un va t'embaucher après ça ? Tu crois que tu peux me détruire et repartir indemne ? On verra bien. Elle est partie sans un mot, claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Mais je n'en avais pas fini avec les visites ce jour-là. Brady est arrivé vers 18h, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Il avait perdu du poids. Le stress, probablement, ou peut-être la culpabilité, le rattrapait elle enfin. Son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la nervosité. « Il faut qu'on parle, mec », dit-il sans vraiment me regarder dans les yeux. « Ah bon ? Écoute, je sais que tu es énervé. Je comprends. Mais cette histoire d'avocat, cette histoire de fraude, ça dégénère. Ce n'était pas personnel. Je le fixais un long moment. Mon petit frère, le type que j'avais pratiquement élevé, celui que j'avais sorti d'un nombre incalculable de mauvais coups,
se tenait sur le pas de ma porte et me disait que coucher avec ma femme et me voler mon argent n'était pas personnel. Ce n'était pas personnel, répétai-je lentement. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrivé comme ça. Les choses se sont compliquées. Et tu as rendu ça personnel à la seconde où tu as dézippé ton pantalon dans le bureau de ma femme. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Bien. Allez, David. On est une famille. On peut régler ça sans avocat, sans tribunaux et sans tout ce drame. Mira a fait une erreur avec les affaires, mais on peut la réparer. On peut tous passer à autre chose. Passer à quoi? Toi et Mira, vous jouez à la maison pendant que je fais comme si de rien n'était. Ça n'a pas besoin d'être bizarre. On divorce tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester frères. La stupidité de cette déclaration m'a laissé sans voix un instant. Il semblait sincèrement croire que ce n'était qu'un petit drame familial qu'on pourrait régler au dîner de Noël, comme s'il n'avait pas passé 2 ans à détruire systématiquement mon mariage et mon entreprise. Sors d'ici, ai-je dit doucement. David, sors de mon appartement. Sors de ma vie et dis à ta copine que si elle revient ici, j'appelle la police. Il avait l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans mon visage a dû le convaincre du contraire. Peut-être était-ce dû au fait que je ne criais pas, que je ne pleurais pas et que je ne le suppliais pas de s'expliquer. Peut-être était-ce parce que je n'étais plus le même qui avait l'habitude de réparer ses erreurs et de trouver des excuses à son comportement. Tu fais une erreur, a-t-il dit depuis le seuil de la porte. Ça va nous faire du mal à tous. Tu l'as déjà fait. Après son départ, je me suis servi un scotch et je me suis assis sur mon canapé. Mon canapé, dans mon appartement, entouré de mes affaires qu'il n'avait pas encore réussi à me voler. Le silence était différent de celui d'il y a une semaine. Moins vide, plus paisible. Mon téléphone vibrait. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu l'article sur le site de l'épouse du patron. Bravo pour ta réponse. J'ai consulté le compte Instagram. Apparemment, quelqu'un avait divulgué les détails de notre demande de divorce et la page de potin que Mira lisait religieusement s'en donnait à cœur joie. Femme infidèle et beau-frère accusé de fraude, lisait le titre, accompagné de photos tirées des réseaux sociaux de Mira et Brady. Les commentaires étaient brutaux. Des centaines de personnes les qualifiaient de dégoûtants, m'applaudissaient de ne pas m'être laissé abattre, partageaient leurs propres histoires de trahison et de vengeance. L'information devenait virale comme seul un drame familial vraiment choquant peut le faire. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Harper, ici Jessica Chin de Channel 7 News. Nous aimerions vous interviewer au sujet de votre divorce. C'est devenu un véritable sujet sur les réseaux sociaux, et nous pensons que nos téléspectateurs seraient intéressés par votre version. J'ai raccroché sans répondre, mais je souriais. Ils pensaient que j'allais disparaître discrètement. Ils pensaient que j'accepterais leur offre de règlement insultante et que je disparaîtrais de leur vie comme une erreur malencontreuse. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Les réseaux sociaux sont une belle chose quand ils jouent en votre faveur. En moins de 48 heures après que le conjoint de mon patron a révélé l'histoire, tous les grands comptes people l'ont reprise. Le récit était simple et dévastateur. Une femme d'affaires prospère trompe son frère, se fait prendre en flagrant délit de vol d'argent et tente d'acheter son silence avec une offre de règlement insultante. Tout y était, trahison, drame familial, fraude d'entreprise et une perspective David contre Goliath à laquelle personne ne pouvait résister. La marque d'influence de Brady, soigneusement sélectionnée, a été la première victime. Son Instagram était entièrement consacré à la masculinité authentique et à la fraternité. Ironique étant donné qu'il a construit un suivant pour promouvoir son gymnase, vendre des suppléments de protéines et publier du contenu motivationnel sur la loyauté et l'intégrité. Les accords de parrainage ont commencé à disparaître dans les heures après la rupture de l'histoire. Nutriax l'a d'abord laissé tomber, publiant une déclaration d'entreprise sur les valeurs, l'alignement et l'intégrité de la marque. Ensuite, Fidjar a tiré ses codes d'affiliation. À la fin de la semaine, même le magasin de suppléments local qui le présentait dans leurs annonces a tranquillement supprimé ses photos de leur vitrine. Son nombre de suiveurs était hémorragie. Les commentaires sur ses messages étaient brutaux. Des milliers de personnes l'appelant un serpent, un naufrageur à domicile, une fraude. Les quelques supporters qui l'avaient quitté étaient criés par une armée d'étrangers qui m'avaient pris le parti dans ce gâchis. Chaque gymnaste torse nu était maintenant accompagné de commentaires comme « Nice ABS, bro. Dommage que vous ne puissiez pas résoudre votre morale.
Et votre frère sait-il que vous utilisez son abonnement au gym? Beaucoup de choses qui ont été pleines de la situation ont l'air assez vides. Évitez le contact visuel. En les envoyant à ses plus gros clients avec des notes comme « Je pensais que vous devriez savoir avec qui vous travaillez vraiment ». Imprimé professionnellement, parfaitement légal et absolument dévastateur. Le groupe Morrison, ce grand compte d'entreprise qui avait fait sa carrière, a retiré son contrat, 60 000 $ de futurs facturés, disparu. Leur PDG a envoyé un email poli au sujet de la recherche de représentation qui s'aligne mieux avec nos valeurs d'entreprise. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment. Il ne voulait pas être associé à une femme qui a fraudé son propre mari. Plus de clients ont suivi la chaîne de restaurants qui prévoyait un changement de marque majeur, la start-up technologique qui était lancée à l'automne, même à but non lucratif qu'il avait embauché pour leur campagne de collecte de fonds. Word se déplace rapidement dans les cercles d'entreprise, surtout lorsqu'il implique des scandales sexuels et une fraude financière. Mon téléphone sonne sans arrêt avec des demandes d'entrevue. Channel 7, Channel 4, certains podcasts appelés Tarisé et Trahison, et au moins 3 producteurs de documentaires différents qui voulaient option mon histoire. Je ne parlais encore à aucun d'entre eux, mais je gardais leurs chiffres. Les offres devenaient plus intéressantes de jour en jour. L'appel le plus surprenant est venu vendredi après-midi. Mon père avait toujours été le champion de Brady. Depuis que nous étions enfants, c'était toujours Brady si charismatique et Brady a un tel potentiel et Brady a juste besoin de trouver sa direction. Lorsque Brady a foiré, ce qui était souvent, papa a fait des excuses. Quand j'ai réussi, c'était prévu. Brady était le favori et tout le monde le savait. David, sa voix était bourrue, incertaine. J'ai vu les nouvelles. Oui, je veux que vous sachiez quoi que ce soit avec ces trucs légaux, vous devez vous battre pour ce qui vous appartient. J'ai presque laissé tomber le téléphone. Quoi? Votre frère? Il s'arrêta, s'éclaircit la gorge. Ce qu'il a fait était mal. Ce qu'ils ont fait tous les deux. Je me fiche de sa charmante ni de son potentiel. Vous ne trahissez pas la famille comme ça. C'était la première fois de ma vie, je me souvenais que mon père avait pris mes côtés sur Brady. Cela aurait dû ressembler à une justification, mais surtout, c'était juste triste. Où était ce soutien quand je grandissais? Quand Brady était en train de s'attribuer le mérite de mes réalisations ou de voler mes copines ou de convaincre tout le monde que ses problèmes étaient en quelque sorte de ma faute. Merci, papa. Je le pense. Ne recule pas. Ne les laissez-vous pas vous pousser. L'attention des médias s'appuyait sur quelque chose de plus grand que les potins locaux. Un journaliste du Wall Street Journal a appelé à poser des questions sur la fraude et les entreprises familiales d'entreprise. Quelqu'un de 60 minutes a laissé une messagerie vocale à propos d'une histoire qui parle de problèmes plus importants sur la confiance et la trahison dans l'Amérique moderne. Karema était en train d'appeler des appels d'autres avocats qui voulaient utiliser notre cas comme précédent pour des situations similaires. Apparemment, la combinaison de l'adultère et de la fraude d'entreprise impliquant des membres de la famille créait des précédents juridiques intéressants qui pourraient affecter la façon dont les partenariats commerciaux et les actifs de mariage ont été gérés à l'avenir. Vous devenez un symbole, m'a-t-elle dit autour d'un café. Le gars qui ne sait pas simplement rouler et le prenne. Le mari qui a riposté. Il y a beaucoup de gens qui se voient dans votre histoire. Ce soir-là, j'ai reçu un message qui en valait la peine. C'était d'un étranger, un gars de l'Ohio dont la femme l'avait laissé pour son meilleur ami et avait essayé de garder les affaires qu'ils ont construites ensemble. J'ai vu votre histoire en ligne, a-t-il écrit. A déposé mes propres papiers hier. Merci de m'avoir montré qu'il était possible de riposter. Puis un autre d'une femme au Texas dont la sœur avait détourné leur restaurant familial. Et un autre d'un homme dont le partenaire commercial volait des clients depuis des années. Les gens regardaient. Les gens prenaient des notes. Les gens apprenaient que vous n'aviez pas à disparaître tranquillement lorsque quelqu'un a essayé de vous effacer de votre propre vie. Mera et Brady avaient pensé qu'ils pouvaient me jeter sans conséquence. Ils pensaient que leur charme et leur lien les protégeraient, que je m'éloignerais, embarrassé et vaincu. Au lieu de cela, ils avaient créé un monstre. Pas un monstre en colère et violent. Quelque chose de pire. Impatient et un monstre méthodique ayant une représentation légale et un public croissant de personnes qui voulaient voir la justice servir. Leur conte de faits parfaits s'effondrait en temps réel, et le monde entier regardait. La médiation était prévue à 10h un mardi à Harper et salle de conférence de l'Anne. Territoire neutre qui semblait tout sauf neutre. Entrer dans ce bâtiment où je les rattrapais il y a 3 mois aurait dû être traumatisant,
mais à la place, c'était comme une fermeture. Je retournais sur les lieux du crime, mais cette fois je ne portais pas de sushi et de faux espoirs. Cette fois, j'avais Karema, son Marcus Paris-Égal et un comptable médico-légal nommé le docteur Sarachin, qui pourrait faire des feuilles de calcul, raconter des histoires qui feraient tourner la tête. La salle de conférence était l'un de ces espaces d'entreprise intimidants conçus pour vous faire sentir petit. Fenêtre sur le sol au plafond surplombant Manhattan, une table en marbre qui pourrait accueillir 20 ans, un art abstrait qui coûte probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Mira était déjà là à notre arrivée, et elle avait l'air absolument magnifique. Elle était allée à pleine puissance pour l'occasion, un costume noir personnalisé qui coûtait probablement 3 grands, les cheveux tirés dans un maquillage brillant parfait assez impeccable pour une couverture de magazine. Elle ressemblait à un succès, comme une autorité, comme quelqu'un qui n'avait jamais fait d'erreur dans sa vie. Mais il y avait des fissures si vous saviez où chercher. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle disposait des papiers devant elle. Elle a continué à jeter un coup d'œil à la porte comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption et l'arrêter. Et son avocat, un requin aux cheveux argentés de Manhattan qui a facturé 500 heures juste pour respirer, semblait qu'il préférait être ailleurs. Ward se trouvait dans la communauté juridique à propos de cette affaire, et personne ne voulait être du mauvais côté. Brady s'est présenté 15 minutes de retard, ce qui était typique, mais ce n'était pas le Brady confiant et fanfaron avec lequel j'avais grandi. Ses vêtements de créateurs habituels avaient été remplacés par un costume mal ajusté qui semblait l'avoir emprunté à quelqu'un d'autre. Ses cheveux étaient trop longs, comme s'il avait repoussé le fer coupé. Et quand il est entré dans la pièce, il ne pouvait rencontrer les yeux de personne. Pas le mien, pas Mius, pas même ses propres avocats. Il s'est effondré dans une chaise au fond de la table comme un enfant qui avait été appelé au bureau du directeur. Pas de fanfaronnade, pas de sourire narquois, juste un homme qui était réalisant lentement ce charme et ce bon look. Mesdames et messieurs, le médiateur a commencé. Certains ex-jutes qui avaient probablement vu tous les types de drames familiaux imaginables. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la dissolution du mariage entre David et Mera Harper, ainsi que des questions commerciales connexes impliquant Brady Harper. Karema n'a pas perdu de temps avec des plaisanteries. Elle ouvrit sa mallette et sortit une pile de documents suffisamment épais pour étouffer un cheval. Nous demandons 175 000 $ en dommages-intérêts, a-t-elle annoncé, sa voix traversant la pièce comme une lame. Plus la propriété complète de la société de conception, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour la fraude et la violation des obligations fiduciaires. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Mira est passé de confiant à choqué à absolument blanc en environ 3 secondes. Son avocat a commencé à mélanger les papiers frénétiquement, essayant probablement de comprendre comment ils avaient mal calculé cela. « Tu es hors de ton esprit », réussit finalement Mera, sa voix craquant légèrement. « C'est tout à fait déraisonnable, n'est-ce pas ?» Dr. Chin a ouvert son ordinateur portable et l'a connecté au système de présentation de la pièce. Profitons les chiffres. Ce qui a suivi a été les 15 plus belles minutes de ma vie. Le Dr. Chin a méthodiquement exposé chaque transaction frauduleuse, chaque paiement détourné, chaque dollar qui avait été volé dans notre entreprise conjointe et a canalisé dans le fonctionnement de Brady et Mira. Elle avait des graphiques et des délais qui peignaient un tableau. Tellement clair que même l'avocat de Brady a commencé à prendre des notes. Le comte Morrison représente à lui seul 30 000 en fonds détournés, a expliqué le Dr. Chin, mettant en évidence les entrées sur une feuille de calcul massive. The Peterson Group Project, 22 000. La campagne Rodriguez, 18 000. Ce modèle de facturation frauduleuse et de diversion de paiement s'étend sur 27 mois. Mera a essayé d'interrompre plusieurs fois, mais le Dr. Chen a continué à parler, en cliquant sur la diapositive après une diapositive de preuve. Transfert bancaire, communication par email, factures clients qui ne correspondent pas aux enregistrements de dépôt, tout est présenté avec la précision froide des mathématiques. Le total documenté, le vol s'élève à 147 312 $, a conclu le Dr. Chin. Cela n'inclut pas la valeur commerciale qui a été détruite par ces pratiques frauduleuses ou les dommages de réputation à la position professionnelle de M. Harper. L'avocat de Brady se pencha et chuchota quelque chose d'urgence à l'oreille. Brady secoua la tête, puis chuchota en arrière. Puis il a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire de toute sa vie. Il se leva et sorta. Pas de façon spectaculaire, pas avec un grand geste. Il a juste repoussé de la table, marmonna quelque chose au sujet de la nécessité de l'air et a quitté la pièce. À travers les murs en verre de la salle de conférence,
je l'ai regardé marcher vers les ascenseurs, appuyer sur le bouton et disparaître. Son avocat s'est assis là un instant en l'air complètement déconcerté, puis a emballé sa mallette et a suivi. Eh bien, a déclaré le médiateur après une pause inconfortable, je suppose que M. Brady Harper ne participe plus à ces procédures. Mira regardait la porte fermée comme si elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Son partenaire parfait, son co-conspirateur, l'homme qu'elle avait lancé loin de son mariage, venait de l'abandonner au milieu de la bataille juridique la plus importante de sa vie. Mira, son avocat dit tranquillement. Nous devons discuter de nos options. Non, dis-je, parlant pour la première fois depuis que nous nous sommes assis. Je suis hors de tes mensonges. Les mots étaient suspendus dans l'air comme un défi. Mira se tourna pour me regarder. Regardez-moi vraiment pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être le regret flash sur son visage. David, nous avons fini ici, a déclaré Karema, rassemblant nos papiers. Notre offre est de 75 000 possessions d'une entreprise complète et une reconnaissance publique des actes répréhensibles. Vous avez 48 heures pour répondre. Alors que nous sortions de cette salle de conférence, je ressentais quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des mois. Pas le pouvoir. Pas la petite satisfaction de la vengeance, mais la confiance solide profonde qui vient de savoir que vous vous battez enfin pour vous-même au lieu d'essayer de sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Mira était assise seule dans cette salle de verre de marbrure, entourée d'avocats qui ne pouvaient pas réparer ce qu'elle avait brisé et abandonné par l'homme qu'elle avait choisi sur moi. Exactement où elle s'était mise. La victoire légale n'était que le début. Au cours des 6 prochains mois, j'ai regardé les vies soigneusement construites de Mira et Brady s'effondrer comme une maison de cartes dans un ouragan. Et honnêtement, je n'essayais même plus activement de les détruire. Ils faisaient un travail assez spectaculaire eux-mêmes. Brady a disparu en premier. Après avoir quitté cette médiation, il a essentiellement disparu des médias sociaux, qui pour un influenceur, c'est comme se suicider professionnel. Son gymnase, Iron Brotherhood, a duré encore 2 mois avant que le propriétaire ne modifie les écluses. Il s'avère que lorsque vous perdez vos offres de parrainage et votre base d'adhésion simultanément, il est assez difficile de faire un loyer sur une propriété commerciale à Brooklyn. Les quelques personnes qui ont encore suivi ces comptes ont pu regarder l'épave du train au ralenti. Les messages sur les revers temporaires et la reconstruction plus forts qui ont peut-être obtenu une douzaine de likes au lieu de ces milliers habituels. Des vidéos filmées dans des endroits de plus en plus minables. D'abord son appartement, puis ce qui ressemblait au sous-sol d'un ami, alors rien. Silence radio. J'ai entendu à travers la vigne familiale qu'il était retourné avec nos parents à Albany. Notre mère, qui avait été tellement compréhensive de son comportement affirmé, était apparemment moins ravie d'avoir son fils de 32 ans vivant dans sa chambre de rechange tout en esquivant les collectionneurs de dettes et des anciens partenaires commerciaux en colère. La chute de Mira était plus publique et en quelque sorte plus satisfaisante. Harper et Lan ne l'ont pas tiré immédiatement. Cela aurait été trop évident, trop risqué légalement. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de bien pire. Ils l'ont rendu hors de propos. Ces cas ont été réaffectés à d'autres partenaires. Son bureau a été transféré dans un espace plus petit à un étage inférieur. Les réunions des clients ont cessé de l'inclure. Elle est passée de l'étoile montante à persona non rata dans environ 6 semaines. L'enquête sur l'inconduite financière n'a pas aidé son cas. Lorsque l'association du barreau de l'État a commencé à poser des questions sur les fonds des clients et les pratiques commerciales, Harper et Lan ont décidé qu'elle était plus responsable que les actifs. Ils lui ont donné la possibilité de démissionner, de poursuivre d'autres opportunités ou de faire face à un licenciement très public. Elle a choisi la démission, ce qui l'a au moins permis de garder son permis pour pratiquer le droit. Depuis ces années 30 se sont avérées plus difficiles qu'elle ne s'y attendait. La communauté juridique de New York est plus petite que vous ne le pensez, et les mots voyagent rapidement sur les avocats qui ont été impliqués dans des enquêtes sur la fraude. Le travail de conseil indépendant qu'elle a trouvé a payé une fraction de ce qu'elle avait fait dans l'entreprise. Pendant ce temps, je reconstruisais d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Le règlement m'a donné le capital dont j'avais besoin pour redémarrer correctement l'activité de conception. Nouveau nom, nouvel emplacement, tout nouveau. La conception de Second Story a fonctionné à partir d'un grenier converti à Brooklyn, et pour la première fois depuis des années, je faisais du travail qui m'excitait en fait. L'invitation du podcast est sortie de nulle part. Trahi et la reconstruction recherchaient des invités qui ont transformé les catastrophes personnelles en histoires de réussite.
L'épisode que nous avons enregistré, L'homme qui ne disparaîtrait pas, a été téléchargé plus d'un demi-million de fois au cours du premier mois. Plus d'opportunités ont suivi. Speaking engagement dans les groupes masculins et les conférences commerciales, un profil dans le magazine Entrepreneur sur la transformation de la trahison en succès commercial. Les entreprises ont commencé à tendre la main spécifiquement parce qu'elles avaient entendu mon histoire et voulaient travailler avec quelqu'un qui comprenait la valeur de l'intégrité. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Mera et Brady avaient essayé de m'effacer de ma propre vie pour me faire disparaître afin qu'ils puissent aller de l'avant sans complications. Au lieu de cela, ils m'ont transformé exactement le genre de personne que j'avais toujours eu le potentiel d'être, mais j'avais été trop à l'aise pour devenir. 6 mois après les avoir attrapés dans cette chaise de bureau, j'ai été plus efficace, plus confiant et plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Ils recommençaient tous les deux de zéro, traitant des conséquences des choix qui semblaient si intelligents lorsqu'ils les faisaient en secret. Je ne suis pas enraciné pour leur misère. Je n'en avais pas besoin. Karma gérait cette partie très bien en soi. L'appel téléphonique est venu un mardi soir, 8 mois après avoir quitté cette salle de conférence. J'étais dans mon nouveau bureau à la conception du 2e étage, travaillant tard sur une campagne pour une start-up technologique qui m'avait spécifiquement recherché après avoir entendu mon interview de podcast. L'entreprise prospérait d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible lorsque je faisais tout le travail pendant que Mera a pris tout le crédit. David, sa voix était à peine un murmure, fragile d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Pendant une seconde, je ne l'ai presque pas reconnu comme Mera. Ouais, je me suis arrêté et je pouvais entendre sa respiration, tremblante et incertaine. J'ai raté la façon dont vous croyez en moi. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre. À l'extérieur de ma fenêtre, Brooklyn prenait vie avec l'énergie du soir. Les gens qui rentrent du travail, les couples se réunissant pour le dîner, le rythme normal des vies qui n'implosait pas au ralenti. Je sais que je ne mérite pas de t'appeler, a-t-elle poursuivi quand je n'ai pas répondu. Je sais que j'ai détruit tout de bien que nous avions, mais je continue de penser à la façon dont tu me regardais comme si je pouvais faire n'importe quoi, être n'importe quoi, comme je valais la peine de croire. Je me penchai en arrière sur ma chaise, fixant les lumières de la ville. Il fut un temps où un appel comme celui-ci m'aurait brisé. En entendant la douleur dans sa voix, je m'aurais donné envie de tout réparer, d'être le mari de soutien qu'il a aidé à reconstruire. Mais cet homme était décédé dans sa chaise de bureau il y a 8 mois. Brady est parti, dit-elle, remplissant le silence. Il est parti il y a 3 semaines, a juste emballé et a disparu. Je n'ai même pas laissé de note. Je n'ai pas été surpris. Brady n'avait jamais été doué pour rester quand les choses sont devenues difficiles. Lorsque l'argent s'est épuisé et que les adeptes des médias sociaux se sont retournés contre lui et la réalité d'être une fraude l'a rattrapé, bien sûr, il courait. C'était le modèle de Brady. Charmer son chemin dans quelque chose de bien, utilisez-le, puis continuez lorsque les conséquences se sont présentées. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Pas désolé qu'il l'avait quitté, mais désolé qu'elle réalise ce que je savais de mon frère depuis des années. Je pensais que sa voix craquait. Je pensais que ce que nous avions était réel. Je pensais qu'il m'aimait comme vous l'avez fait. Mais il m'utilisait juste, n'est-ce pas? Tout comme il vous a utilisé. La question était suspendue dans les airs comme de la fumée. Elle voulait l'absolution. Voulait que je lui dise que Brady avait été la méchante et qu'elle avait été une autre victime. Mais ce n'était pas la vérité. Et nous le savions tous les deux. Brady ne vous a pas fait voler notre entreprise. Dis-je tranquillement. Brady ne vous a pas fait essayer de m'acheter avec $20 000. Brady ne vous a pas fait le choisir au-dessus de notre mariage. Elle pleurait maintenant. Des sanglots doux qui auraient pu me briser le cœur une fois. Je sais. Je sais que j'ai fait ça. Je ne sais pas comment le réparer. Je ne sais pas comment être la personne que j'étais avant tout cela. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, Mera. Aucun de nous ne le peut. Pensez-vous? Elle a pris un souffle tremblant. Pensez-vous qu'il y a un moyen de réessayer? Recommencer. J'ai tellement appris sur moi, sur ce qui compte vraiment. Je pourrais être meilleur cette fois. La demande aurait dû me mettre en colère, mais à la place, je me sentais juste fatigué. Fatigué de porter le poids de ses choix. Fatigué d'être la personne vers laquelle elle s'est tournée lorsque ses autres options se sont épuisées. Fatigué d'être traité comme un plan de sauvegarde. Non, dis-je simplement. S'il vous plaît, David.
Je sais que je ne le mérite pas, mais parce que je ne le fais plus. Cela a arrêté sa phrase au milieu. Les pleurs se sont également arrêtés. Quoi? Je ne crois plus en toi, Mera. Je ne crois pas à la personne que vous m'avez montré que vous êtes vraiment quand vous pensiez que je ne faisais pas attention. Je ne crois pas à quelqu'un qui pourrait planifier ma destruction pendant des années pendant que j'achetais des cadeaux d'anniversaire et des déjeuners de sushi. Le silence s'étendait si longtemps que je pensais qu'elle aurait pu raccrocher. Je comprends, murmura-t-elle finalement. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau pendant longtemps, en regardant la ville qui était devenue la mienne d'une manière que ce n'était jamais quand j'étais marié. La conversation aurait dû ressembler à la fermeture, mais surtout, c'était juste comme la fin d'un livre que j'avais arrêté de lire il y a des mois. Brady l'avait laissé tout comme il avait quitté toutes les autres situations où il ne pouvait pas parler. Et sa solution était la même que toujours. Conséquence. Qui aurait cru que leur charme et leur beauté suffiraient toujours à effacer les dégâts qu'ils avaient laissés derrière eux? Mais les conséquences se moquent du charme. Et certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas avec des excuses et des promesses de mieux faire. Le centre communautaire du Queen sentait le café et la moquette industrielle. Rien d'extraordinaire. 23 hommes assis en cercle sur des chaises pliantes. Âge compris entre 25 et 55 ans. Tous confrontés à une version de la même histoire. Trahison. Abandon. La réalisation lente. Cela étant, un homme bon ne vous protège pas automatiquement des mauvaises personnes. Voici David Marcus, le facilitateur du groupe, a dit en me levant. Il va partager son histoire avec nous ce soir. Je parle à des groupes comme celui-ci depuis 6 mois maintenant. Les réseaux de soutien des hommes, les conférences d'affaires, même quelques campus universitaires où les jeunes gars essayaient de comprendre comment naviguer dans les relations sans se perdre. Chaque fois que je racontais la même histoire, mais c'était différent à chaque fois que je le disais. Moins brut, plus éducatif, comme j'enseignais au lieu de saigner. Il y a 1 an, j'étais le gars qui a préparé des déjeuners à sushi pour sa femme et j'ai pensé que cela me rendait romantique. J'ai commencé et j'ai eu quelques rires en connaissance. J'étais le gars qui a laissé d'autres personnes mettre leur nom sur mon travail parce que je pensais être généreux me rendait précieux. J'étais le gars qui a nettoyé le désordre des autres et a appelé cela me soutenait. Les visages qui me regardaient étaient familiers dans leur douleur. C'étaient des hommes bons qui avaient été profités par des personnes en qui ils avaient confiance. Les hommes qui avaient été informés de leur gentillesse étaient une faiblesse. Leur loyauté était stupidité. Leur volonté de sacrifice ne faisait que permettre un mauvais comportement. J'ai attrapé ma femme dans son bureau avec mon jeune frère. Pas un baiser, ne se tenant pas la main. Vêtements de fulon à moitié off. Cela dure depuis un certain temps. Trahison. Et tu sais quoi? Mon premier instinct a été de m'excuser. Pour demander ce que j'avais fait de mal pour comprendre comment je pourrais le réparer. Quelques têtes hochèrent la tête. Ils avaient été là. Mais voici la chose à propos de la trahison. Ce n'est pas vraiment à propos de vous. Quand quelqu'un vous vole, vous ment, vous remplace, c'est le reflet de qui il est, pas de qui vous êtes. Le problème n'était pas que j'étais trop gentil ou trop confiant ou trop. Le problème était que j'avais passé des années à faire des excuses pour les personnes qui ne les méritaient pas. Je leur ai parlé de l'offre de règlement, de la découverte de la fraude, du choix de combattre au lieu de disparaître tranquillement. Mais surtout, j'ai parlé du moment où j'ai réalisé que je n'avais plus à porter les choix des autres. J'ai passé toute ma vie à penser que l'amour signifiait absorber les autres chaos des gens. Cela étant, un bon mari, un bon frère, un bon fils signifiait faire des excuses pour un mauvais comportement et nettoyer les dégâts que je n'ai pas faits. Je pensais que si j'étais assez patient, assez fidèle, assez pardonnant, les gens finiraient par apprécier ce que je leur donnais. Marcus se pencha légèrement en avant. Qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté d'essayer de sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. J'ai cessé de s'excuser pour m'attendre à une décence de base des gens de ma vie. J'ai arrêté de traiter la trahison comme un problème que je devais résoudre au lieu d'une frontière que j'avais besoin pour appliquer. La pièce était silencieuse, le genre d'attention concentrée qui vient lorsque les gens reconnaissent leur propre histoire dans les paroles de quelqu'un d'autre. Mon frère a quitté la ville lorsque les conséquences l'ont rattrapé. Mon ex-femme a perdu sa carrière, sa réputation, tout ce pour quoi elle avait travaillé. Ma mère pense toujours que j'aurais dû être plus compréhensive. Et tu sais quoi? Je ne suis pas désolé de tout cela. Je ne suis pas responsable de la réparation de leur vie ou de la gestion de leurs sentiments sur les choix qu'ils ont faits.
Un gars à l'arrière a levé la main. Comment connaissez-vous la différence entre être favorable et être un paillasson? Le soutien aide quelqu'un à grandir. Être un paillasson permet à quelqu'un de rester brisé pendant qu'il vous brise aussi. Le soutien a des limites. Le support s'attend à une réciprocité. Le soutien ne vous oblige pas à vous mettre le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Après la réunion, plusieurs gars sont venus parler en privé. Un enseignant dont la femme trichait avec son chef de département depuis 2 ans. Un propriétaire de petite entreprise dont le partenaire avait détourné tandis que le propriétaire travaillait 16 heures pour les maintenir à flot. Un jeune père dont le frère a continué à emprunter de l'argent qu'il n'a jamais remboursé tout en le critiquant pour être tendu des finances. J'ai toujours pensé qu'être la plus grande personne signifiait prendre le coup. L'un d'eux a dit, être la plus grande personne signifie avoir des normes. J'ai répondu, cela signifie refuser de participer à votre propre destruction simplement parce que quelqu'un que vous aimez est à l'aise de le regarder se produire. En rentrant chez moi dans mon loft à Brooklyn, j'ai pensé à l'homme que j'avais été il y a 1 an. Le gars qui aurait passé ce soir à se demander si Mera allait bien, si Brady avait besoin d'aide, si notre mère était déçue de comment j'avais tout géré. Le gars qui aurait planifié des moyens de fixer des relations que d'autres personnes avaient choisi de détruire. Cet homme était décédé dans une chaise de bureau un mardi après-midi, et il ne m'a pas manqué. Il avait été gentil, patient, fidèle à une faute, et ce n'était pas de mauvaise qualité. Mais il avait aussi peur. Peur du conflit, peur d'être seul, peur d'exiger le même respect qu'il a donné à tout le monde. L'homme que je deviendrais n'était pas plus difficile ou plus méchant ou moins attentionné. Il était tout simplement plus clair sur ce qu'il allait et n'accepterait pas. La clarté n'est pas née de moments calmes ou de réflexions paisibles. Il est forgé dans le feu de la trahison. Au moment où vous réalisez que certaines personnes prendront tout ce que vous leur donnez et en demandera encore plus. Je me suis garé à l'extérieur de mon bâtiment et j'ai regardé les lumières de mes fenêtres. Mon espace, mes règles, ma vie se sont construites à mes propres conditions. Personne pour gérer ou réparer ou faire des excuses. Juste moi, enfin à l'aise avec l'homme que j'avais toujours eu le potentiel d'être. Courage aurait séjourné et se battre pour un mariage qui était déjà terminé. La clarté s'éloignait et construisait quelque chose de mieux décembre.